des spectres de Lydie Salvert. Chapitre 1. Chapitre 1. Et alors même que je me confondais en politesse, monsieur l'huissier par-ci, monsieur l'huissier par-là, je vis la porte de la chambre s'ouvrir brusquement et ma mère apparaître dans sa chemise de nuit sale, ceinturée de l'affreuse banane dont elle ne se séparait jamais, et lancer à l'homme de loi « C'est Darnan qui t'envoie !» Je la reconduisis aussitôt dans sa chambre tout en priant l'huissier de bien vouloir m'attendre quelques instants. Et lorsque je revins dans le couloir où je l'avais, l'huissier, confiné, il me lut le 15 avril 1997, maître Échinard, huissier de justice, titulaire, etc., etc., à mademoiselle Rose Mélie de Morandis, Cité des Acacias, appartement 230, 12e étage à Créteil, où étant et parlant, comme il est dit, ci-après, etc., etc., à la demande de monsieur Marcel Leduc, de nationalité française, faute par vous d'avoir déféré à l'injonction de bien vouloir communiquer les noms et adresses de votre employeur ou les références de vos comptes bancaires permettant la saisie de vos rémunérations, je vous fais itératif commandement de... Chapitre 2. Et tandis que l'huissier de justice annonnait son procès-verbal de saisie auquel je ne comprenais rien, je supputais les faibles chances que j'avais de pouvoir soustraire les quelques objets qui m'étaient chers à ce maudit inventaire, et notamment le poste de télévision sans lequel il me serait impossible de vivre. Mais je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer, excusez le désordre. Possédez-vous un véhicule terrestre à moteur? Quoi? Avez-vous une auto? Non. Et l'huissier s'attaqua aussitôt à son inventaire en inscrivant sur un calepin noir un thermomètre mural de style macaronique, représentant une biche effarée derrière un feuillage ciselé dans le cuivre, lequel nous paraît sans valeur. Un éventail, manche de bois tissu noir décoré de roses rouges, portant l'inscription Recuerdos de Granada, lequel nous estimons à peu de choses. Un cadre ovale en bois doré contenant photo. Et à cet instant précis, je vis ma mère faire irruption une nouvelle fois, dans sa chemise de nuit sale, ceinturée de l'horrible banane qui ne la quittait pas, et hurler à l'huissier. C'est Darnan qui t'envoie au moment. Tu es fatigué, tu devrais faire un petit somme. Veuillez avoir la bonté de patienter un instant. J'empoignai ma mère par le bras, tout en enfonçant mes ongles dans sa chair, et je l'entraînai vers sa chambre, où je l'exhortai à se coucher et à se tenir à carreau. L'heure, lui dis-je, n'est pas à la rigolade. T'ai-je dit, ma chérie, qu'il était 7 heures du soir lorsque... J'en savais la suite par cœur. Chapitre 3. Lorsque ton oncle Jean ouvrit la porte du café des Platanes. Et alors, les jumeaux Jadre, que tout le monde dans le village appelait J1 et J2, suivent en travers de son passage. T'as pas lu l'affiche? Interdit aux juifs et aux chiens? J2 referma le battant d'un coup de pied, et ton oncle, qui n'avait pas mesuré le danger qu'il courait, glissa d'un geste irréfléchi son pied dans l'entrebâillement de la porte. Et à force d'y penser, ma chérie, ma Louisiane, j'en suis venue à me dire que ce fut pour avoir d'un geste de jeune homme glissé son pied dans l'entrebâillement d'une porte que ton oncle fut condamné. Ce fut ce mouvement d'infime résistance qui poussa les jumeaux Jadre à leur acte barbare. Toute velléité de résister, il l'écrasait d'un coup de botte. Maman, s'il te plaît, arrête-toi. J1 et J2 firent reculer
jusqu'au trottoir en lui donnant des coups sur la poitrine qui lui coupaient la respiration. Puis ils le firent reculer jusqu'au terrain vague qui longeait la gare. Car ce jour-là, ma chérie, les jumeaux Jadre voulaient que quelque chose se passât, que quelque chose de définitif et d'atroce se passât, qui les consacrerait aux yeux de la milice. Alors mon frère les regarda dans les yeux, avec ce regard qu'il avait d'une douceur de fille. Souviens-toi que l'on court un grave danger à regarder les méchants dans les yeux, car ils craignent qu'on y découvre les atroces secrets de leur âme, que toute pitié a déserté. Et la crainte d'être lu et déchiffré rend les méchants à leur méchanceté. Ne l'oublie pas. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Gien frappa ton oncle à coups redoublés de bottes dans le ventre qui faisait un drôle de bruit. Ton oncle tomba à la renverse. Oh, mais vous êtes fous, faites pas les cons. Dans les couilles, frappez dans les couilles. Ah, il pète de trous, il chie dans son froc. Eh ben, t'appelles pas ta maman. Tu veux pas la déranger pendant qu'elle baise, hein? C'est qui le copain de Gogol qu'enfile ta maman? Oh, tu connais pas le nom du youtre qui l'enfile? Tu veux parler, salopard? Les jumeaux Jadre frappaient pas ton oncle dans le but d'obtenir des aveux. Ils le frappaient pour que définitivement il se taise. Le pouvoir consiste à fermer la gueule aux autres, hein? Mais moi, personne ne me fera taire. Ni putain, ni Darnan, ni personne. Tu vas la fermer, oui. Tu vas te taire à la fin. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mon frère se releva doucement et recula vers la voie. Alors Gien le poussa de toute la force de sa haine, et ton oncle tomba à la renverse sur le remblai de Mâchefer. Puis les jumeaux le firent glisser à coups de botte le long de la voie, et la tête de ton oncle heurta le métal de l'éclisse. Et ton oncle, ma chérie, qui n'avait encore jamais pensé à la mort, ton oncle de 18 ans, pria le ciel pour que la mort vienne vite. Maintenant, il voulait mourir. Je me demande souvent vers où est allée sa pensée au moment où il comprit qu'il allait mourir. Alors Gien ouvrit sa braguette et pissa sur le visage de ton oncle. Ces images vont me tuer, ma chérie. Elles vont me tuer. Maman, tais-toi, tais-toi. Je t'ai dit de te taire. J2 s'agenouilla près du visage de ton oncle et fit claquer le chien son pistolet. Puis posa la bouche du canon sur sa tempe et lentement, amoureusement, il fit tourner sa tête d'un côté puis de l'autre. Puis Gien s'approcha du champ qui longeait la voie ferrée. Il arracha un bout de fil de fer. Il revint vers ton oncle, il lui lia les poignets à un rail, tandis que J2 lui liait les chevilles à l'autre rail. Ils le laissèrent comme une ordure sur la voie. Cependant que ma mère, ta grand-mère, le cherchait en tous sens dans les rues du village, avec au cœur l'horrible pressentiment. Pourquoi ne suis-je pas morte à sa place? C'était le 13 mars 1943. C'était hier. À 8h du soir, les jumeaux Jadre reviennent au café. Ils boivent. Beaucoup. Ils n'ont pas soif, mais ils boivent. Nous, on n'est pas comme ces couilles molles qui font rien. Nous, on se donne à fond. Nous, les cocos, on les bute à coups de pioche, y a pas à chier. On les saigne comme des porcs, nom de Dieu. Maintenant, on a un idéal, on peut relever la tête. À la santé de la France, à la patrie piétinée. Tu sec, j'en ai assez. Arrête-toi. Nul ne saura dire, ma chérie, comment ma mère, ta grand-mère, supporta de vivre
Après avoir trouvé ton oncle Jean le lendemain matin, ligoté sur la voie, les yeux ouverts sur quelque chose de démesuré, le corps mis en pièces comme celui des chiens crevés le long des autoroutes. Et tu vois, moi, ce qui me martyrise, c'est de penser, mais tu vas la boucler, oui! Tu vas la boucler à la fin! Je versais ces gouttes dans un verre, je triplais la dose. Bois. Dors. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Maman se coucha. Parmi les livres qui encombraient ses draps et les papiers sur lesquels elle écrivait sa vie, les genoux remontés contre son ventre pour ne pas déranger notre chatte Camille, elle posa près de son oreiller le dossier d'Arnand, le réquisitoire Bousquet et ses écrits sur le maréchal Putain, comme elle l'appelait. Je la recouvris de sa couverture, la bordais, tapotais son drap tout taché d'encre. Dors. Louisiane, ne t'en va pas, ne me laisse pas seule. Elle m'empoisonne, elle me gâche la vie. Puis, je m'en retournai dans le salon où, chapitre 4, 6 chaises en bois dépareillées, pieds écornés, état détérioré, style néant, valeur néant. Je vous ai fait poireauter, monsieur l'huissier, je vous prie de m'en excuser. Puis je me dis que le moment était peut-être venu de lui offrir une collation. J'en faisais peut-être un peu trop comme les pauvres. J'en étais là de mes cogitations, lorsque je vis ma mère surgir une 3e fois dans le même équipage et lancer avec force, malgré la dose de neuroleptique arrêtamée un bœuf qu'elle venait d'ingurgiter. Alors c'est Darnand qui t'envoie, hein? Monsieur l'huissier est fou, il me faut une patience d'ange. Maman, celui que tu prends pour le larbin de Darnand n'est autre que maître Échinard, huissier de son état. Cet huissier vient procéder à l'inventaire de nos meubles et de leur contenu, en vue d'une saisie d'abord et d'une expulsion ensuite. Une expulsion! Ce n'est pas le moment de nous faire ton cirque. Oh! Je trouve, ma chérie, que t'accordes une importance excessive à ces histoires de saisie. Ne salis pas ton esprit à ces choses, a dit Sénèque. Quant à moi, le temps me manque pour ces conneries. Bon alors, c'est Darnand qui t'envoie. Ne prenez pas ombrage, monsieur l'huissier, des paroles de ma mère, car elle a pété les... Elle présente, comme vous pouvez le constater, un léger dérèglement mental. Ma mère, qui a beaucoup souffert, habite synchroniquement le passé et le présent. Maman se croit toujours en 1943, monsieur, car son frère est assassiné chaque jour, et chaque jour enseveli. Chaque heure qui passe sonne le glas de son agonie, et chacune de nos soirées est une veillée funèbre. Il suffit qu'elle lise sur le mur d'en face « La France aux Français » pour que d'un jet elle traverse la zone embouteillée de la mémoire et vienne atterrir en plein congrès du PNF. En clair, monsieur, ma mère est folle. Quant à ce Darnand qu'elle ne cesse de vous jeter à la figure, savez-vous, monsieur, qui il était? Une applique en bois portant l'inscription « Si tu viens chez moi, mon ami, ou tu arriveras trop tard, ou tu repartiras trop tôt ». Savez-vous, monsieur, qui était ce Darnand? Chapitre 5. Nom, Darnand. Prénom, Joseph. Surnom, Jo ou Jojo. Qualité, tortionnaire, sexe masculin. Ascendant, 100% français. Ok. Origine, arienne. Certifiée par index céphalique échelle 4. Taille médiocre. 1m67, adopte posture cambrée. Signe distinctif, moustache. De la grandeur d'un timbre-poste, posé sur le dessus de la fente labiale, que l'on ne peut décemment désigner du nom de bouche. Égout serait plus approprié. Teint bistre, pelage noir et dru. À l'examen racial,
imposante verge trapue, recouverte d'un abondant et catholique prépuce, sous lequel 2 testicules dissymétriques entreapparaissent. Maman, voyons! Mal polissé et brutal dans ses manières. Écrivain favori, néant. Musicien préféré, néant. Darnan demeure très sceptique face aux choses de l'art, derrière lesquelles se dissimule trop souvent. Ben oui, le juif! Faible capacité intellectuelle donc, mais forte disposition pour torture physique aussi bien que morale. Elle lui donne des sensations. Darnan est un chef. Un chef est un chef, y a pas à chier. Darnan, le trait gland du maman. La vulgarité de ma mère, monsieur l'huissier, est en quelque sorte ontologique et résiste de façon stupéfiante à l'action des neuroleptiques. Maman est un cas pour la science. Le docteur donc, mon Dieu, quel nom, le docteur donc me le répète assez souvent. Darnan recrute de pauvres diables. Ces recrues, ces gars, comme il les appelle, sont donc choisis par lui selon des critères précis. Savoir tuer comme un chasseur et obéir comme un chien. Ils braillent, ils écument le village en pantalons bouffants et bérets écrasés sur leur cervelle plate comme une bouse. Ouais, comme une grosse bouse qui attire les mouches mais qui donne à personne envie de rigoler, mais alors à personne. Eh ben, où est-ce que t'as mis ton béret? Il faut vous expliquer, monsieur l'huissier, excusez-nous, que maman a focalisé une grande partie de sa haine envers Darnan et ses gouttes sur le béret qui les surmontait. Oui. Ben oui, le béret, objet anti-érotique par excellence, et l'apanage des âmes viles. Il n'est que de citer Franco, Saddam Hussein, Monsieur Cousinet, au 6e, ou cet ignoble Wagner, tous hideux, tous haïssables, et tous adeptes de l'abominable bouse. En matière sexuelle, comme en matière militaire, ces brutes pratiquent l'assaut, la vrille, et l'exécution, pure et simple. La fille, qu'ils n'ont pas pris le temps de dévêtir, sanglote sur son lit, car dans son tendre cœur, l'amour a commencé à naître. Et au moment du départ, elle bredouille quelques mots qui pourraient ressembler à des reproches. Non mais manque plus que ça, que cette salope leur fasse une scène. Bah, elle s'est laissée enfiler, elle a eu sa giclée, elle va pas nous lâcher romantique la petite pute. Ainsi purgée, l'esprit du mal peut désormais se consacrer à ce qui par-dessus tout lui est cher, Darnan, leur chef de bande. Darnan éprouve une vive dilection pour les souvenirs de garnison. Les haricots en cassoulet et l'odeur de paix refroidie dans les chambries. À lui-même veste quand le besoin s'en fait sentir, mais jamais, au grand jamais, devant l'officiel allemand. Car l'allemand ne pète pas. Après le repas bien arrosé, Darnan aime chanter « Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin ». Ou bien, la Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, il en connaît tous les couplets par cœur, car son fond est jovial. Certains mots retentissent patriotiquement à ses oreilles musiciennes. Pastis, paix, papa, pip, putain, poil, pute, patrie, pendre, peloté, pastis, paix, papa, pip, putain, poil. La grossièreté de ma mère, monsieur l'huissier, excusez-nous, ne se déclenche que sous l'effet conjugué de l'insomnie et du chagrin, et elle ne crie que lorsqu'elle a peur. Et en ce moment, par exemple, maman a peur de vous. Si, je la connais bien. Elle doit se demander qui vous êtes. Êtes-vous un tueur? L'assassin de son genre?
En sorte que maman a peur de tout. De Dieu que parfois dans son délire elle appelle putain. D'elle-même, de moi, de tout. De tout. Et ma mère m'a infusé cette peur. J'ai peur des hommes. J'ai peur de la nuit où circulent les spectres. J'ai peur des bruits et du dehors. J'ai si peur que je vis barricadée dans cet appartement minable en tête-à-tête avec une mère qui se dit veuve d'un frère mort il y a plus de 50 ans. Une mère inconsolable et folle, dont j'ai honte et que je cache à tout le monde, même à mon amie Nelly. Une mère que je dois surveiller, fais ci, fais ça, dors, calme-toi. Une mère que je nourris, que je punis, car ma mère est ma fille, plus vieille que moi de 40 ans. J'ai peur de tout. Des rats, des araignées, et par-dessus tout des serpents. Et pas plus tard qu'hier, je confiais à mon amie Nelly qu'il m'arrive de rêver qu'un long serpent ondulant progresse jusqu'à mon lit et vient m'étouffer dans d'atroces souffrances. Et Nelly m'a dit « Oh, le serpent, c'est la bite !» J'ai peur de tout. De l'huissier qui est là avec sa tête à claque. De ma mère, quand elle me regarde avec ses yeux de folle qui m'accuse d'une faute que je n'ai pas commise. Ma chérie, je t'enseigne l'histoire car bientôt je mourrai. Et la bouche des derniers survivants se remplira de terre. Et qui sera là pour te dire les paralipomènes du siècle qui s'achève? Les quoi? Toutes ces horreurs, ma chérie, qui crient de la terre jusqu'à nous. De quelle année date votre appareil de télévision? Chapitre 6. Oh Luna, écoute. Laisse-moi, non, ce n'est vraiment pas le moment. J'ai de graves soucis. Mais Guillaume, tu peux me faire confiance. Écoute, j'ai de graves soucis au cabinet médical. Tu ne peux pas comprendre. Mais si, je peux comprendre. Je suis ta femme. Alors écoute, il faut que je te dise... Non, tais-toi. Ne dis rien. Ne dis plus rien. Il faut en convenir. Les baisers de cinéma, observés à la télévision, sont une véritable consolation. À condition toutefois qu'ils soient lents, d'une fougueuse, d'une ardente lenteur. Lent, et long, et langoureux, et lascif, et lingué si possible, et lyrique bien sûr, et qu'il vous laisse troublé, tremblant, tout chose. Mais les baisers de cinéma déçoivent le plus souvent, parce que bref et bâclé. Vous souvenez-vous de la date d'achat? Je dois vous prévenir, monsieur l'huissier, que la saisie de ce banal appareil risque de précipiter ma mère dans le pire des cauchemars. Car pour ma mère, qui vit retranchée dans sa chambre comme dans un bunker, la télé constitue l'assurance que le monde existe et qu'il continue de pourrir. Un phare dans la nuit de son esprit. Une lampe composée d'un pied simili-bois imitation cep de vigne. De plus, maman jouit devant ce rectangle lumineux du sentiment d'être une particule du grand tout, de se fondre corps et âme dans l'amour universel. Surtout lorsqu'elle regarde M6 à des heures tardives. Les partous minables, dans des décors minables avec des suçages. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je m'égare. Où en étais-je? Chapitre 7. Qu'est-ce qu'il fout là, ce Nico? Maman, monsieur n'est pas milicien. Ah bon? Monsieur est quoi? Monsieur est huissier. C'est pareil. La simple existence d'un huissier est une insulte aux idéaux universaux d'amour universel qui sont les miens.
Excuse-moi, ma chérie, mais comment appelles-tu quelqu'un qui viole le domicile des gens? Un violeur. Et qui s'empare d'objets ne lui appartenant pas? Un voleur. C'est le duc qui nous a dénoncés. Le duc est notre propriétaire à qui nous devons plus de 7 mois de loyer de retard. C'est le duc qui nous a dénoncés. Et comme si le mot dénoncer avait soudainement mis en branle sa mémoire, maman se rappela la lettre de délation qu'elle avait vue s'écrire il y a de cela 54 ans au Café des Platanes et qui, selon elle, était au cœur du malheur familial. Chapitre 8. Oui, bien sûr. Alors, attends, je prends des notes. Attends. Les Juifs. Et bien sûr. Et la fête des Blanchins, c'est les Juifs. Et alors, C'est les Juifs. Ils envoient les filles à Amsterdam. oh là là, attends, je note, attends, Des fais tout. petits bonnets, mais... Jésus. 120 Passe. Alors, ouais. Vous savez qu'il faut plus boire d'eau gazeuse. Les Juifs, ils mettent un poudre dedans, invisible, qui sectionne Non, les fibres c'est pas d'intestin. Arrête de déconner. Avec de l'autre. Voilà. C'est ça, de communiste, hein? Ah ouais, communiste, très bien, communiste, je Ils note. ressemblent à n'importe qui, on ne peut pas les reconnaître. Surtout le regard, ouais. Le regard, ouais. Regarde l'assassin. L'assassin. Ouais, ça c'est 2 S, 2 S. Buté. Une balle dans la nuque. Illégalement, tu as dit 2 L, hein? Ouais. Illégalement. Tous, sans exception, et jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Le nom du gars. Non, mais... À tout, Ouais, t'as à raison. tout et Isonère. Alors, usine de chemise de... Ah, ça me fait du coup qui paye, hein? Oh, arrête! Ça me fait très Oh, là, impossible de travailler. On a bien travaillé malgré tout. Chapitre 9. Venerque, Haute-Garonne, le 12 janvier 1943. Très vénéré maréchal. Nous sommes très étonnés qu'une loi ayant été faite pour les juifs, nous sommes nargués tous les jours par une personne juive. Hein? Ouais, est-ce que... Un juif à 100%, je le rajoute, c'est bien. À 100%. Ouais, 100%, très bien. Alors, nous vous demandons, pourquoi y a-t-il des exceptions? C'est de l'ironie, non? Ce juif, qui s'appelle Lazare Apfelbaum, ils ont deux ces noms, hein, a couché dans un camp. Hein. Ce juif est propriétaire de l'usine de chemises de notre petite commune de Quoi? Hein? 6 de notre petite commune, d'accord. Je mets dans la marge, hein, ça me fait un pâté, bon. Alors, ce juif est propriétaire de l'usine de chemises 6 de notre petite commune de Venerque, dont il a fait une vente fictive à un prête-nom que l'on ne voit jamais, dans le but d'échapper illégalement, je les avais mis, tu as bien fait de me le dire, 2 L, à l'arianisation, R-A-Y, mais ça on le sait hein, grâce aux affiches, point. C'est une honte ceux qui paient mal son personnel qui arrive tout juste à survivre. Concomitamment, merci pour le mot magnifique, concomitamment, nous vous prévenons que le professeur d'espagnol du cours complémentaire, qui s'appelle Baïs, B-A-Y-S-S-E, inculque à nos enfants le scepticisme et l'esprit critique, scepticisme. Inculque à nos enfants le scepticisme et l'esprit critique qui sont les 2 mamelles du malheur. C'est bien tourné, hein. On pense qu'il a des tracts communistes chez lui, il est normal qu'il soit interrogé le plus vite possible. Nous tenons à signaler que nous ne faisons pas preuve d'esprit mouchard.
Je souligne, ouais, je le souligne. D'esprit mouchard, nous faisons preuve de devoir envers notre pays que nous aimons. Oui, je le souligne aussi, tu as raison, que nous aimons. Voilà, pas mal. Alors, comment qu'on signe, hein? De bon français? Ben, bien sûr, hein, on est de bon français. Eh ouais, de bon français. Mais on signe pas par nos noms. Si on veut toucher la prime, il faut signer par nos noms. Mais je le sais qu'on le fait pas pour l'argent, on le fait pour la patrie. Mais nous devons signer par nos noms, le contraire serait lâcheté. Et ta grand-mère, ma chérie, qui était restée tout ce temps assise à sa table, muette et paralysée. Ta grand-mère qui voulait crier « Arrêtez, arrêtez », mais qui ne pouvait articuler un seul son. Ta grand-mère me tira par la manche. Nous sortîmes du café. Ta grand-mère avait 39 ans. J'en avais 6. Mon enfance, ma chérie, se termina ce jour-là. Chapitre 10. L'apocalypse a eu lieu. Un veau à 2 têtes est né à Tchernobyl. L'horreur est au pouvoir. Les enfants tuent et tout s'achète. L'or corrompt la justice et fait fléchir la loi. Putain d'Arnan et leurs séides sont sur tous les fronts, ils triomphent. Et je ne peux allumer ma télévision sans y voir quelques carnages. Les guerres succèdent aux guerres, les désastres aux désastres. J'ai de plus en plus de mal, monsieur l'huissier, à supporter les abominables prédictions de maman. Et plus le temps passe, plus j'ai le sentiment qu'insidieusement, sa folie me gagne. Vous paraît-je folle, monsieur? Un canapé 2 places traditionnel, revêtu de reps verts, élimé et déchiré au niveau de l'accoudoir droit. Chapitre 11. C'est sur un canapé comme celui-ci, monsieur le juge, que ma mère s'effondra à son retour du café. Elle monta dans un bus pour Toulouse et de là, elle prit un train pour Vichy. Car dans la semaine qui suivit l'horrible lettre, ta grand-mère, ma chérie, ta grand-mère de 39 ans, avait conçu le dessein d'aller demander audience au maréchal, au sauveur de la patrie. Et pendant tout le voyage, elle se repassa 1000 fois dans la tête les termes par lesquels elle s'adresserait au bienfaiteur de la nation. Très vénéré maréchal. Non, ça fait chier. Ô guide infaillible, ô mon sauveur, non, plus simple. Monsieur le maréchal, puis-je soumettre à votre clairvoyance quelques-unes de mes modestes réflexions? Je ne conteste en rien qu'il faille défendre la patrie contre les complots des terroristes sanguinaires subventionnés par les bolcheviks, ni qu'il faille dénoncer avec une rigueur extrême les agents de la subversion qui outragent l'honneur de la France, comme l'indiquent si justement vos affiches. Mais ne pourrait-on pas supprimer les rétributions offertes aux sycophantes qui dénoncent pour de vénales raisons? Débarrassez-vous de cette souille. Chassez cette foule fielleuse de flatteurs friands d'intrigues qui flattent pour parvenir. Qui flattent tout comme ils fiantent. Pardonnez mon franc-parler, monsieur le maréchal, si je vous dis que ces gens-là vous bourrent le mou. Surtout Laval. Vous êtes l'homme pur au milieu des chacals. Hein? Des chacals. Et le maréchal la remercierait avec effusion. Oh, merci beaucoup, madame. Madame comment? Madame Jeanne Mélie, pour vous servir, mon maréchal. Très bien, madame Amélie. Alors dites-moi, avez-vous des enfants? Oui, mon maréchal, 2 merveilles. Mon Jean, qui a 18 ans, et ma Rose, qui va sur ses 7. Et elle partirait, le cœur joyeux, l'âme légère. Arrivée devant l'hôtel du parc, où se pressait une foule de passants en gabardines et chapeaux mous, ta grand-mère, ma chérie, repéra celui des gardiens qui avait l'air le moins rébarbatif et sollicita, très émue, la grâce de rendre compte au sauveur de la nation d'un acte ignominieux dont elle avait été le témoin.
cercle se forma autour d'elle. Les passants en gabardine n'étaient en réalité que des flics. Qu'est-ce que tu fous là, Larousse? Dégage d'ici, c'est pas un endroit pour les poules. Belle maréchal a rien à faire avec des dingues dans ton genre. Fous-moi le camp d'ici. Il lui donna dans le dos une bourrade si forte qu'elle faillit tomber. Sont des méthodes dont vous vous inspirez, monsieur le juge. Ta grand-mère, ma chérie, qui avait ton caractère, non, ne te fâche pas, ta grand-mère qui avait ton caractère s'emporta, trépigna, donna des coups de pied aux 6 policiers qui s'étaient jetés sur elle, et elle fut embarquée dans une traction avant qui démarra en trombe, comme dans les polars. Direction l'hôtel Lardy. Lieu redouté, sorte d'enfer. Chapitre 12. Au même moment, le maréchal recevait à sa table dans la grande salle à manger de l'hôtel du parc l'abbé Bouillon, l'aumônier de la milice, tout tressaillant de confusion, suspendu aux lèvres du grand homme comme au calice buvant. Le docteur Ménétrel, qui faisait tout à la fois office de factotum, de médecin dévoué, d'antisémite personnel, de propagandiste fameux, et seul mortel, avec la maréchale, à pouvoir l'appeler, en certaines circonstances, Philippe. Peut-être même un jour pourrait-il aller jusqu'à l'appeler Phil tout court, ou bien Fifi. Le maréchal appela le maître d'hôtel. Maître d'hôtel, je voudrais des petits pois à la française. C'est mon plat préféré. Et tandis que le maréchal s'en mettait plein le cornet, ta grand-mère, qu'on avait transportée à l'hôtel Lardy, fut conduite dans une pièce qui puait le désinfectant et dont tout l'ameublement consistait en une table et un banc. Après la sieste, le maréchal vénéré alla s'enfermer dans son petit cabinet de travail surchauffé avec son fidèle Ménétrel, qui lui lut sa correspondance. Il commença par la pile des lettres personnelles et en retira 4 parmi les 3000 qui arrivaient chaque jour. Et qui comparaient le maréchal à Jésus, à Jésus, à Saint-Louis, au pape, au chevalier Bayard. Oh, et le maréchal clignait des yeux, parce qu'il était ému. Chaque fois que le maréchal était ému, ses yeux clignotaient. Oui, oh, c'était une grande chance pour tous les Français d'avoir un maréchal clignotant. Ensuite, le docteur Ménétrel lui lut la pile des lettres cochonnes que le maréchal écouta, paupières palpitantes avec ravissement. Très vénéré maréchal, je baise votre de maréchal et je la avec vénération et je me la dans le Ensuite, le docteur Ménétrel lut les lettres de délation vénère que Haute-Garonne, 12 janvier 1943. Très vénéré maréchal, nous sommes très étonnés qu'une loi ait été faite pour les Juifs. Oh, nom d'un petit bonhomme. Non, d'une pipe en bois, mais donnez ça à Bousquet tout de même, hein. C'est son boulot, non? C'est son boulot. On poussa ta grand-mère jusqu'au bureau du commissaire Henri. Bon. Alors. Qu'est-ce que t'es venu foutre par ici? Bah, qu'est-ce que tu branlais devant l'hôtel du parc? Enfin. Bah, tu vas répondre ou merde? Oh, madame fait des chichis. Madame veut garder pour elle ses petits secrets. Qu'on la foute à poil. Et fouille complète. J'ai dit complète. À 16h sonnantes, le maréchal fit sa petite promenade digestive. Au même moment, ta grand-mère, morte de honte,
se dévêtit, tendit d'une main affolée ses vêtements au policier et porta l'autre à son pubis. À 19h30. Eh oui, bien sûr. Toujours un moment pour sortir le maréchal à la caca. Et à 19h40, il admira ses cadeaux. Oh, plein de cadeaux. Oh, Gaspard des Montagnes, mon livre favori. À 20h, le policier ordonna à ta grand-mère de se rhabiller. Ta grand-mère, ma chérie, passa 2 jours entiers sur son banc, à grelotter sans boire ni manger. Et elle eut tout le loisir d'admirer les affiches de la LVF placardées sur les murs. Et sur une de ces affiches, on pouvait voir un soldat, légèrement promenade, le regard buté, la mâchoire carrée de ceux qui décident de leur vie. Et ce soldat rappela à ta grand-mère le plus baraqué des jumeaux Jadre. Et soudain, elle ressentit le désir de nous étreindre dans ses bras, Jean et moi, de nous appeler mes petits, mes poussins, mes beautés, mes anges tombés du ciel. De retour à Benerck, ta grand-mère, ma chérie, commença par lancer des petites pointes au café, des petites vacheries sur putain. Puis peu à peu, sa colère monta. Et chapitre 13. Et un jour sombre de janvier, chez le buraliste qui vendait des bustes de Pétain, des portraits de Pétain, de face, de 3/4, de profil, en civil, en uniforme, caressant un agneau, remerciant un paysan, baisant une fillette terrorisée, des bâtons de maréchal, du maréchal, des calendriers, des statuettes en plâtre, des cartes postales, des mouchoirs à l'effigie de Pétain, des cendriers, des boucles d'oreilles, des thermomètres Pétain, des porte-mines, des écussons, des briquets, des agendas, des timbres, des pipes Pétain. Ta grand-mère se planta devant le portrait géant de Pétain et cria « Aïe putain !» Le vent pour elle commença à tourner. On prétendit, monsieur le juge, que la couleur de ses cheveux n'était pas naturelle. Qu'elle passait ses mollets à la teinture d'iode pour imiter les bas. Qu'elle écoutait Radio Caca, la radio de Coucou. Qu'elle faisait des tasses. Qu'elle élevait ses enfants selon les idées modernistes du professeur Bayes. Qu'elle avait déclaré que la vérole et l'amour de la patrie étaient les 2 fléaux de la France. Que dans la queue du cinéma, elle avait recommandé à voix forte de conserver le ticket d'entrée pour y envelopper la ration de viande. Qu'elle toupait rire de la misère. Qu'elle lisait des journaux séditieux clandestins, dont l'un s'appelait Libération. Quelle honte! On attendait pour la punir que ta grand-mère se livrât à quelques scandales graves, qu'elle commit quelques voies de fait. Mais comme rien ne survenait, on donna carte blanche au Jadre. Mais t'as toujours pas décampé? Chapitre 14, je n'ai pas l'esprit à plaisanter. T'as tort. La plaisanterie serait très utile à un esprit comme le tien, aussi sensible qu'un caillou. Dégage, connard. N'écoutez pas ma mère, monsieur. Elle déraisonne. Voici qu'après vous avoir pris pour un milicien, vous a pris pour un juge et de rechef un milicien, elle déraille complètement. Mais peut-être souhaiteriez-vous vous reposer un instant? J'en ai assez, et plus qu'assez de tes dingueries. Tourne la page, merde! Mais ma chérie, comment tourner la page, puisque la page n'est pas encore écrite? Mais bordel de cul! Tu vois pas que tu nous fous dans la merde? Mais on y est, ma chérie, on y est! Faites, maître, ne vous laissez pas distraire. Poursuivez votre travail comme vous l'entendez. Une machine à coudre,
À pédale, modèle ancien, marque Singer. Support de bois, 2 tiroirs. État de marche. Mais tu vas dégager, connard. Tu veux que je te sorte par la peau du cul? Raus, sale nazi, maman! Si tu continues, j'appelle le docteur Donc. Ah, le docteur Donc, ton collègue, hein? Je suis sûre que le docteur Donc travaille en secret pour la milice. Mhm. D'ailleurs, il dit jamais ni oui ni non, il fait en prenant des notes sur un petit calepin. Je compte épouser Alain Delon. Je pense partir en croisière sur le Nil avec Bill Gates ou Antonio Banderas, j'hésite encore. Et si je te mettais la gueule en compote? Et si je te butais, sale con? Rires immotivés accompagnés d'interjections agressives relevant d'une structure psychotique de la personnalité. Chapitre 15. Une négresse, au sein nu, adossée à un palmier, simplement vêtue d'une jupe de raffia. J'avais 10 ans, je crois, lorsque j'offris cette statuette à ma mère. Comme chaque année à cette même heure, heure de joie et de bonheur, je te souhaite, maman adorée, une fête joyeuse et sans nuages, en te promettant de t'aimer chaque jour davantage. Cette statuette, ma chérie, me rappelle une fête des mères à Venerque. J'avais 6 ans. 1, 2, Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Je priais le ciel pour qu'on ne remarquât pas l'absence de ta grand-mère qui m'avait dit la veille, plutôt crever que d'assister à cette mascarade. La la la, la 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 la. Maréchal, tous ensemble. Nous voilà. Merci. Mesdames, messieurs, chers enfants, n'accordons plus aujourd'hui notre faveur à ces évaporés aux cheveux courts. Ne laissons plus outrager et tourner en ridicule la chasteté, le dévouement et le sacrifice de soi. Mère de Venerque, comme on dit, encouragez donc vos filles à suivre les cours d'économie domestique, où elles apprendront à coudre, à cuisiner et à se plier au devoir conjugal. Nous vivions au jour le jour, animalement, libidineusement, puis le maréchal est venu et nous avons retrouvé les vraies valeurs éternelles dont vous, mères de France, êtes les gardiennes. Je vous demande donc, chers enfants, d'obéir à vos chères mamans si présentes. Prenez exemple sur notre vénéré maréchal, qui a obéi toute sa vie. Enfant, il a obéi à sa maman, Clotilde, et à son papa, Omer. Adolescent, il a obéi à ses professeurs de l'école Saint-Cyr. À l'âge adulte, il a obéi à ses chefs militaires. Et puis, à l'automne rayonnant de sa vie, il a obéi au puissant des puissants, le Führer en personne, ce qui a fait de lui un personnage grandiose et admiré de tous. Et ce qui nous amène au chapitre 16. Tu touches pas à cette photo! Comme il est beau ton oncle Jean, ma chérie. Il te ressemble. Il a ton regard. Ton oncle, ma chérie, avait l'âme voyageuse. Il rêvait de descendre le Mississippi accoudé au bastingage d'un bateau à aube. Et c'est en hommage à ce voyage que mon frère ne fit jamais que je te donnais le beau nom de Louisiane, comme si tu étais en quelque sorte son enfant géographique.
nul ne saura dire comment ma mère, ta grand-mère, supporta de vivre. Après avoir trouvé ton oncle Jean le lendemain matin ligoté sur la voie, les yeux ouverts. Ta grand-mère, ma chérie, continua de vaquer à son ménage, de bêcher son jardin, de passer ses journées courbée sur sa machine à coudre. Mais je ne sais quelle absence en elle m'accablait d'inquiétude. J'aurais tout donné pour qu'elle me prenne dans ses bras contre son ventre, qu'elle m'appelle ma chérie, ma beauté, ma petite, mon amour, ma colombe, comme autrefois. Ou qu'elle me frappe, qu'elle m'injurie, mais qu'elle me fasse exister, mon Dieu! Chapitre 17. Je me sens triste. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer. J'ai un coup de cafard. Oui. J'ai envie de tout envoyer dinguer. L'huissier, ma mère, et puis toute cette histoire. Excusez-moi, monsieur l'huissier, de vous infliger mes états d'âme, mais il m'arrive de me sentir atrocement seule. Connaissez-vous ce sentiment? Hein? Vous ne répondez rien? Vous ne pensez rien? J'ai besoin d'amour. Sans vouloir abuser de votre temps, il me semble important de vous indiquer que les seules personnes humaines que je fréquente en dehors de ma mère sont Nelly et Jawad. Parfois, Nelly me téléphone, je descends au 5e et nous allons rejoindre Jawad à la cafette de la galerie marchande. Louisiane! Hey, salut ma biche! Dis-moi, tu la connais celle du canari qui baise avec un... C'est toujours pareil, monsieur. À peine suis-je assise qu'il me faut subir les grossières persécutions de Jawad sur ma pudeur maladive et mon inaptitude à comprendre les choses du sexe. Non mais elle a rien pégé, hein. J'allais c'est une, hein. Enfin, tant qu'une fille n'a pas tenu un skate dans sa main, elle comprend rien à rien, hein. Je lui rétorque que renoncer à l'amour ou à la vie, ce n'est en rien se priver des jouissances de Vénus, c'est au contraire en prendre les avantages et atteindre ainsi une ataraxie intérieure qui vous rapproche de Dieu. Je l'ai lu dans Callimaque. Mais que c'est ce Callimaque à la con? Mais vraiment, tu es aussi tordu que ta mère. Mais je rigole, ma loulou. Allez, chiale pas. Je plaisante. Allez, toi aussi tu l'auras ta love story. Nelly et Jawad rigolent, ils décident d'aller au cinéma. Moi, je feins d'hésiter. Je t'invite, pauvre tapé. Il faut t'instruire, hein, c'est important l'instruction. Le fait est que j'adore aller au cinéma avec Nelly et Jawad. Car pour eux, une salle de cinéma n'est rien d'autre qu'une chambre à coucher. Bien que n'accomplissant pas au sens strict du terme l'acte fornicatoire, Nelly et Jawad se livrent à des prises assez époustouflantes. Nelly commence par le bas et se jette sur Jawad en ouvrant une très grande bouche, cependant que Jawad souffle comme un phoque. Puis Nelly se redresse sur son fauteuil, ébouriffée, écarlate, avec un air oblique, tandis que Mel Gibson succombe in extremis à l'amour oblatif et sexuellement prometteur de Sophie Marceau. Ouh! 2 spectacles au prix d'un! Excusez-moi. Oui, je crois que je m'écarte du cœur de mon sujet.
Où en étais-je? À ma mère, j'y reviens. Après le cinéma, retour à la maison, où je retrouve ma mère et son délire, et son chagrin, inchangé. Je prépare ses remèdes du soir, Tranxène, Nargatyl, Largol, Temesta, Lexomul. Un traitement carabiné. À 20h, pile, nous regardons les infos. C'est un rite. T'ai-je déjà expliqué, ma chérie, ma théorie des spectres? Tu n'y crois pas? Mais si, maman, mais si. Les spectres sont irrésiliables et inexpulsables. Ben regarde, aujourd'hui ils sont à Alger, comme le montre le documentaire. Demain ils sont en Irak, au Rwanda, en Égypte. Tu comprends? Je comprends, maman, je comprends. Mais si tu t'occupais des vivants? Nous nous couchons. Les jours passent. Le fait est que je passe mes journées dans un désœuvrement que ma mère encourage. Car ma mère prétend, monsieur, que travailler, c'est se rendre à l'ennemi, c'est pactiser avec l'infâme. Du reste, tous les patrons sont partisans de l'esclavage. Je souhaiterais visiter à présent la chambre du fond. Chapitre 18. En quelle année avez-vous effectué l'achat de ce lit? En 1978, monsieur, 1 an avant ma naissance. Date inaugurale, car c'est cette année-là que ma mère tomba malade des nerfs. Pourquoi? En 1978, 35 ans après la mort de son frère, ma mère lut dans l'Express un entretien au cours duquel il était déclaré que Bousquet, et lui seul, était responsable des rafles de 43. Ma mère, qui avait vécu jusque-là une petite vie tranquille d'employée de poste, crut qu'une mission lui incombait. Elle décida de consacrer toutes ses forces et son esprit à lutter contre l'esprit immonde et contre Bousquet et, à défaut d'un verdict, de lui infliger un châtiment à sa façon. Comment? En lui mettant 2 balles dans le buffet, tout simplement. Au bout de quelque temps, ma mère sut de Bousquet tout ce que l'on pouvait savoir d'un homme. Elle sut qu'il était protégé par le président de la République et qu'elle devait par conséquent se tenir à carreau. Qu'il achetait ses feutres chez Léon Place Vendôme et qu'il faisait tailler ses costumes chez Lanvin. Mais, chapitre 19, à force de fouiller dans le passé de Bousquet, les souvenirs de guerre de ma mère refluèrent en vrac. Certains vécus et d'autres inventés. Ces premières confusions apparurent qui alertèrent Josette et Marceline, ses collègues de la Poste. Pouillon, son chef de service, la convoqua. Elle était probablement surmenée, quelques jours de repos. Ma mère se récria, du repos, mais vous n'y pensez pas. Quand le destin d'un pays se joue, vous voulez rire. Et un soir mémorable de 1979, elle fit irruption sur un plateau de télévision et s'empara d'un micro. L'heure de la justice a sonné. Certains ont cru que l'on pouvait bâillonner la mémoire, qu'ils se détrompent. Je clamerai les paralipomènes. Dussé-je y laisser jusqu'à mon dernier souffle, car il est temps, mesdames et messieurs, de déquiller les équivoques et d'appeler un salaud un. Mais elle n'eut pas le temps de traiter son salaud comme il le méritait qu'un cerbère se jeta sur elle et l'entraîna dans les coulisses. Elle fut embarquée par les flics jusqu'au service d'urgence. Et le lendemain matin, elle était internée à l'hôpital Sainte-Anne. Ce fut la première d'une longue série d'hospitalisations. Chapitre 20. Au camp Sainte-Anne, ma chérie. Au camp Sainte-Anne. On me fit, par la force, une piqûre de drôletant qui m'ôta ma capacité de penser. On me dépouilla. On me mit par la force une chemise d'aliéné. Le docteur donc vint à mon chevet. Comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Je pus à peine articuler. Je dois proclamer les paralipomènes.
Jargon mystique et délire assorti. Je compris très vite que je ne devais pour rien au monde faire confiance au docteur Donk et à ses miliciens. J'appris à dissimuler. Darnan, connais pas. Putain, jamais vu. Ma première crotte, ma deuxième extase, sottise. La défection d'un père, la mélancolie d'une mère, à la trappe, à l'atelier des dingues. J'appris à dessiner des arbres verts, des nuages bleus avec des soleils ronds et la famille unie entre ces éléments. Je m'appliquais à la bêtise, j'y réussis. Le docteur donc m'en fit le compliment. En salle de télévision, je rencontrais ton père, un Espagnol noir de cœur et de peau. Nous nous aimâmes. Le lendemain, il ne savait plus comment je m'appelais. Un mois plus tard, il avait disparu. Quelque temps après, le docteur donc me déclara guéri. Sitôt libéré, je me mise à pied d'œuvre pour traquer le putain. Tentez si bien, monsieur l'huissier, que pendant des années, j'eus le sentiment que rien d'autre n'existait pour ma mère que ce putain de mon malheur. Putain, et rien que lui. Et pendant ce temps, ma mère m'oubliait. Oui, ma mère m'oubliait, me confiant à des familles d'emprunt. Maman, occupe-toi de moi, la suppliai-je. Mais elle, à des kilomètres, à des hauteurs sublimes. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai soif. Mais elle a lutté pour la paix planétaire et l'amour interracial. Maman, j'ai froid. Maman, je tremble. Mais elle, à se battre pour la représentation des sodomites au sein du gouvernement. Maman, j'ai mal au ventre. Je te dis que j'ai mal. Mais elle a disputé avec putain, a discuté avec les spectres. Jusqu'à ce que je me décide, monsieur, à devenir la mère de ma mère. Maman, calme-toi, parle-moi fort. Prends tes gouttes, puis lave-toi. Tu ne dois pas sortir dans cet accoutrement, c'est ridicule. Hein? Mais non, ce n'est pas putain, c'est Jacques Dufilot. Comment auriez-vous agi à ma place? Je souhaiterais visiter à présent la salle de bain. Chapitre 21. Eh bien, nous avons aménagé la salle de bain en petit cabinet de lecture, la baignoire servant tout à la fois d'armoire et de bibliothèque, d'armoire de rangement et de bibliothèque. Maman ne se livre guère plus aux règles d'hygiène, monsieur, qu'aux autres règles, et elle s'estime nettoyée après s'être lavée sommairement le visage et puis quelques orifices alentour. Maman se salit et empeste. La Bible, Sénèque, Callimaque, Cicéron, Quintus Cicéron, Épictète. Mais il va pas me piquer mes bouquins en plus, ce salopard. Je souhaiterais visiter instamment et pour en finir votre cuisine. Chapitre 22. Ah! Oh! Un lapin! Oui, monsieur, il s'appelle Jason. Maman a eu cette idée saugrenue de transformer le four de la cuisinière qui ne servait plus à rien en clapier. Il lui a suffi pour cela de remplacer la porte du four et d'y mettre à la place un grillage, mais Jason est exclusivement réservé à notre usage alimentaire. Un lapin vivant de surcroît ne peut être en aucun cas considéré comme un bien meuble et n'a en conséquence pas à faire partie du présent inventaire. Ne vous inquiétez pas. Un réfrigérateur marque Siemens, largeur 50 cm, hauteur 120. Tu vois pas que ce réfrigérateur est ultra désert? Tu crois que ça me plaît de voir ma Louisiane soumise à ce régime de guerre? Tu crois que mon cœur de mère ne saigne pas? Tu crois pas que j'aimerais, moi aussi, de temps en temps, lui offrir un esquimau au chocolat, un repas au resto chinois, des chaussures à gros talons comme sa copine Nelly,
Une télé avec 59 chaînes pour qu'elle puisse s'abreuver de romans d'amour dont elle raffole. Et un véhicule terrestre à moteur pour aller en vacances sur la côte d'Azur. Note sur ton calepin à la con qu'on a en tout et pour tout 3000 balles par mois pour vivre, qui se répartissent comme suit. Note, premièrement, une somme destinée aux aliments de base. Pain, riz, pâtes, patates, steak haché, œufs, sucre, chocolat et Coca-Cola. Deuxièmement, une somme consacrée à nos rations de cigarettes, un paquet de gauloises par jour pour moi, plus un paquet de Marlboro pour ma fille qui fume en cachette, égale 2 paquets par jour que multiplie 7, égale 14 paquets que multiplie 20 francs. Égale, haha 280 francs, auquel tu rajoutes 400 multiplié par 4. Égale 2720 francs, voilà. Tu vois ce qu'il nous reste sur les 3000 balles que nous octroie le Secours National. Qu'ai-je comme recours? Qu'ai-je? Écrira putain pour qu'il m'envoie un petit colis. Madame, il n'y a plus de madame. Il n'y a plus qu'une dingue qui va te mettre en bouillie. Et, empoignant brusquement l'huissier par l'épaule, elle lui fit faire demi-tour. Plaqua d'une gifle contre le réfrigérateur, lui arracha ses lunettes, qu'elle piétina sauvagement. Elle le prit par le revers de son veston, le souleva de terre et le sortit de la pièce comme elle lui fait d'un vulgaire paquet. Oh non, madame, ne faites pas ça, non, madame. Non, madame. Louisiane, aide-moi. Et moi, qui depuis le début m'étais gardée comme la peste de toute inconvenance, moi qui par mille politesses avait tenté d'amadouer ce monstre dans le but de l'amener à je ne sais quelle compassion. Je ne sais quel mot je me piqua. Je me jetai sur lui, sans hésiter, sans réfléchir. Je le pris par l'arrière de sa veste et le poussai dans le dos de toutes mes forces, tandis que maman le tirait vers l'avant par la cravate. Et nous le fîmes sortir du salon, en zigzagant entre les plantes et les meubles, riant de le voir trébucher. Oh maman, on dirait qu'il veut parler. Qu'il ne sait pas, ma chérie. Un méchant qui se tait et comme un loup sans croc. C'est de qui? De Suétone, maman. Marcus Caton a dit: il faut faire avec le méchant comme avec l'ouragan le marin. Et sur ces belles paroles,